Voici 20 millions de dollars en petites coupures. Là, 300 000 dollars en billets de 1. 30 millions de dollars en billets de 100. Qu'il s'agisse de billets, d'or ou de bits numériques, nous savons tous que c'est l'argent qui gouverne le monde. Sa valeur est basée sur la confiance. La confiance en la pérennité du système monétaire. Je m'appelle Jake Ward et pour la première fois, National Geographic va vous plonger au cœur du système. Dans des lieux où les caméras ne sont pas les bienvenues. Dans les coffres qui abritent la plus grande réserve au monde de ce qui vous fait le plus tourner la tête. L'argent. L'une des institutions qui contrôle véritablement l'argent est la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale ou la Fed. L'argent y est compté, stocké, déplacé, réévalué, dévalué, détruit, stabilisé, prêté, acheté et rentabilisé. Mais surtout, il y est protégé. Et pas uniquement les espèces. Depuis plus de 80 ans, des véhicules blindés sillonnent les rues étroites de Manhattan, transportant des millions, voire des milliards en lingots d'or. Depuis et vers l'une des banques de la Réserve fédérale, qui abriterait près d'un quart de la réserve d'or mondiale. Vous avez bien entendu, près de 25% de l'or mondial dort ici, au numéro 33 de Liberty Street. Aujourd'hui, un important transfert est en cours, et ce chauffeur en est le premier rempart. Évidemment, nous ne pouvons pas vous donner son nom. Mais il n'est pas seul. Ses partenaires sont armés, et son véhicule s'apparente à un coffre-fort sur roue. Il résiste aux balles, et même aux grenades à main. La livraison est une opération délicate et savamment orchestrée entre le chauffeur et la police de la Réserve fédérale. Cette petite palette ne paie peut-être pas de mine, mais si vous vouliez la mettre dans votre coffre, vous exploseriez vos pneus. Ça grouille de gens armés. L'atmosphère est un peu pesante. L'or est alors pris en charge par le superviseur et par les gardiens des coffres de la Fed. On vient de réceptionner une tonne d'or. Et au cours du jour, ça représente plus de 55 millions de dollars. Quel est votre rapport alors? Est-ce que ça vous fait quelque chose ou est-ce que vous êtes blasé? On n'est jamais blasé. L'or donne le sourire aux gens qui viennent jusqu'ici. Même à nous qui le côtoyons tous les jours. Il ne perd jamais de sa superbe. Notre équipe de tournage vient troubler une opération qui se déroule habituellement sans heurts. Évidemment, on sent une certaine nervosité parce que c'est une première. Normalement, c'est plus confidentiel. Une fois désignées les personnes autorisées à rentrer avec les caméras, l'opération peut reprendre son cours. L'acheminement de l'or obéit à un rituel quasi sacré. Tout s'opère dans le calme et la solennité, sans bavardage futile. Les convoyeurs de fonds sont responsables de l'or qu'ils transportent, et ce jusqu'à ce qu'il soit descendu à une vingtaine de mètres en contrebas, pour être placé dans le plus grand coffre souterrain du monde. Ce n'est qu'à l'entrée du coffre que l'or passe sous la responsabilité de la Réserve fédérale de New York. C'est ainsi depuis la création de ce coffre en 1924.
La Banque de New York est l'un des 12 établissements qui constituent le système de la Réserve fédérale. L'ensemble s'apparente à une super tirelire, l'endroit où vos banquiers font leurs transactions. En cas de panique sur les marchés, la Fed agit comme le prêteur de la dernière chance, garantissant la confiance dans tout le système. Dès le départ, les bâtiments de la Banque fédérale devaient donc être imposants, tels des forteresses. Le coffre de la Banque fédérale de New York repose sur un soubassement pour supporter le poids de l'or. Les ingénieurs ont inventé un système sophistiqué pour le garder. Un cylindre vertical en acier de 90 tonnes qui tourne sur lui-même à l'intérieur d'une structure en acier et en béton de 140 tonnes. Lorsqu'il tourne, il descend d'environ 2 cm pour créer un joint d'étanchéité. Personne ne détient toutes les combinaisons ni toutes les clés des différents systèmes de verrouillage. Il y a toujours un superviseur. Il faut donc être 3 pour ouvrir la porte? Oui. 2 gardiens du coffre et un superviseur. Bienvenue dans le lieu où un quart de l'or mondial officiel est entreposé. Un seul de ces lingots représente 640 000 $. Vous avez donc devant vous près de 380 milliards de dollars. Les lingots sont pesés au moyen d'une bonne vieille balance. Quand tout sera en place, vous tournerez la manivelle. Ce sera, disons, non pas difficile, mais un peu quand même, en raison du poids. C'est une étape délicate, car chaque lingot est différent. Chaque dépôt l'est donc tout autant. La balance est précise au tiers de gramme près, soit le tiers du poids d'un billet, ce qui représente tout de même 17 $. Ron travaille ici depuis 40 ans. Ça, c'est l'année où ce lingot a été coulé. Ce chiffre indique la pureté. Ça, c'est le poinçon du fondeur, l'essayeur. Ça, c'est le numéro de série. Chaque lingot doit disposer de son propre numéro de série. Qu'est-ce qui se passe si un lingot vous tombe sur le pied? Sans ces coques, vous vous retrouvez à l'hosto. Je m'apprête à soulever 640 000 $. Une telle somme a de quoi vous donner le tournis. Waouh! Waouh, c'est bien plus lourd que ce que je pouvais imaginer. L'or est très dense. À qui appartient cet or que nous manipulons? Un pays, une banque centrale. Vous pouvez le dire? Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas? Je vois. C'est bien encadré tout ça. La discrétion de la Fed et les règles de sécurité draconiennes sont telles que rares sont les dépositaires à demander si leur or est toujours là. Si jamais l'un de ces lingots venait à sortir de ses coffres et, au malheur, se retrouve à l'extérieur pour être fondu, serait-il possible d'identifier sa provenance? Pas s'il est fondu. Mais si quelqu'un essaie de le revendre en l'état, ce serait possible. Depuis la nuit des temps, l'or fait office de monnaie. Pourquoi pas? Il brille, il est beau. Et comme nous venons de le voir, une fois fondu, l'or devient totalement anonyme. Ou disons plutôt, il devient une monnaie parfaitement recyclable. L'un des endroits où ce précieux métal reprend vie est le quartier des diamants, à New York. Sur ces 2 pâtés de maison, 24 milliards de dollars en liquide sont échangés chaque année. Nous avons été autorisés à pénétrer dans une arrière-boutique pour voir comment de simples particuliers ou encore des courtiers professionnels se livrent au commerce de l'or. Bonjour. Bonjour. Alexandre Ragowski pèse lourd dans ce commerce de 24 milliards de dollars. Qu'est-ce qui vous amène? Un peu d'or, de l'argent aussi. Il a de l'or à vendre, beaucoup.
et il s'apprête à découvrir pour quelle valeur. Je me suis dit que vous pourriez m'indiquer combien ça peut me rapporter. Пускай тянут, реально пускай скажут сумму. Когда если, послушай, если они 14 берут, пускай тянут и 3 недели. Is this 14, 10, 18? Dimitri Nesinski est l'un des milliers de courtiers qui travaillent dans le quartier des diamants de New York. Les affaires sont florissantes. En période de crise financière, l'or tend à devenir une valeur refuge. C'est du 18 carats. Ça va, ça vient. Actuellement, ça va mieux parce qu'il est passé au-dessus de 1500. Vous le vendez au bon moment. Rien qu'en 2010, l'or a dépassé 22 fois son prix record. Ça va bien payer. L'or provient d'un peu partout. C'est un avantage pour Dimitri de parler 5 langues. 14 064 $ pour l'or à 14 carats. Vous en avez à 10 carats. Je peux vous donner 1800 $ pour ça. Cette pièce, c'est de l'or pur, n'est-ce pas? Ça fait 20 900 $. Je vous donnerai les 11 $ qui manquent. Il faudra revenir. Merci beaucoup. Dimitri? Je suis Jake, enchanté. Merci de me recevoir. Combien de personnes défilent dans votre bureau chaque jour? Ça dépend. Ça peut varier entre 5 à 50 ou 70 par jour. Que devient l'or une fois qu'il est entre vos mains? Vous passez la journée à acheter de l'or. Qu'en faites-vous après? Nous achetons de l'or. L'or de ce sachet représente entre 20 et 25 000 $. Une fois que nous l'avons acheté, nous le faisons fondre pour en faire un petit lingot. Nous le testons avant de le vendre. Je peux voir? Bien sûr. J'aimerais bien voir ça. La plupart de nos bijoux sont du 14 carats. Le quartier des diamants regorge d'endroits comme celui-ci. Des millions de dollars passent entre ses mains. Certaines boutiques, comme celle de Dimitri, disposent même d'une fonderie en sous-sol. How are you, my friend? No. Oh my God, you serious? Il est en campagne. Please, man, I wanted to melt it. Not ready? Okay. C'est incroyable. Cet or, c'est les souvenirs des gens, leur héritage. Une partie était enfouie dans le sol il y a 1000 ans, ou bien c'était une paire de boucles d'oreilles. Maintenant, tout est fondu à nouveau, et un jour, ce sera l'héritage de quelqu'un d'autre. C'est dingue comme c'est liquide. Est-ce que vous êtes blasé de tout cet or, ou est-ce que vous aimez encore ça? J'adore ça. Vraiment? Oh oui. Qui n'aime pas l'or? L'or stocké ici est fondu pour devenir le trésor de quelqu'un d'autre. Et il continue à générer de l'argent dans son sillage. Toutes les 2 heures, des billions de dollars sont échangés à travers le monde. Tout cet argent s'appuyait sur l'or, mais plus maintenant. Aujourd'hui, la valeur de notre argent repose sur une promesse du gouvernement américain. Le fait que tout fonctionne, rien qu'en se basant sur la confiance, est accepté par tous. Bonjour. J'ai suffisamment confiance en ce chauffeur pour lui confier mon argent et ma vie. J'ai confiance en son honnêteté. J'ai confiance en sa capacité à emprunter le chemin le plus rapide et le plus efficace. Et j'ai confiance en sa capacité à nous maintenir en vie. Cette confiance est au cœur de la finance mondiale. Tout le système s'articule autour de l'hypothèse selon laquelle notre argent, nos cartes de crédit et même nos comptes bancaires ont de la valeur. En fait, je veux savoir qui tient les rênes. Je me rends à Washington pour rencontrer le directeur de la Banque centrale. Il a dû gérer l'une des périodes les plus complexes dans l'histoire de la finance. Selon vous, M. Bernanke n'est autre que l'homme le plus puissant de la planète. Oui, en quelque sorte. Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, est l'un des hommes les plus puissants au monde. C'est lui qui tient les rênes de la Banque centrale américaine.
une institution contrôlée à la fois par les secteurs publics et privés. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue. Bien, merci de nous recevoir. Que serait la vie sans la Réserve fédérale? Inutile de spéculer. Nous le savons bien puisque la Réserve fédérale n'a été créée qu'en 1913. Le 19e siècle a connu des crises financières où les gens se ruaient dans leurs banques pour retirer leur argent, entraînant la chute de la bourse. Quand nous pensons aux banqueroutes, c'est la crise de 1929 qui nous vient à l'esprit. Mais en 1907, un énorme mouvement de panique aurait pu entraîner l'effondrement de l'économie. Le gouvernement est resté impuissant. Jusqu'à ce qu'un milliardaire, J.P. Morgan et ses riches amis, ne puissent dans leur richesse personnelle pour renflouer les banques. Le Congrès a voulu se doter d'une banque centrale capable de gérer ces crises et c'est ainsi qu'a débuté le processus de création de la Réserve fédérale. Bonjour et bienvenue sur Breaking News. Moins de 2 ans après son entrée en fonction, le président Bernanke a dû faire face à la plus importante crise financière depuis la Grande Dépression. En cas de panique, lorsque les gens retirent leur argent des institutions financières, la Banque centrale octroie des prêts à court terme pour conserver la stabilité des banques. C'est ce que nous avons fait en 2008 et en 2009. Que dire de ceux qui ne sont pas d'accord avec les actions de la Fed? Il renfloue Morgan Stanley et après Goldman Sachs. Quand je suis à sec, qui me renfloue? Personne. À bas la Réserve fédérale. À bas l'effet multiplicateur du crédit. À bas la Fed. Si vous demandez aux gens, la plupart d'entre eux vous diront que la Fed a dépensé beaucoup d'argent du contribuable pour essayer d'enrayer la crise, qu'elle a renfloué les banques et ainsi de suite. Mais la Fed ne dépense pas l'argent du gouvernement. Elle se contente d'acheter et de vendre des capitaux sur le marché. Ces capitaux sont des bons du Trésor américain et des titres hypothécaires garantis par le gouvernement. Ou alors nous octroyons des prêts à court terme qui sont ensuite remboursés. Remboursés, mais avec des intérêts. Ces 3 dernières années, la Fed a accordé au Trésor 200 milliards de dollars. C'est du bénéfice. Ce n'est ni une perte ni un coût. Si les décisions prises à Washington ont des conséquences sur le portefeuille du pays, les 12 banques régionales de la Fed veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'argent en circulation pour alimenter le système. Qu'il s'agisse de faire marcher la planche à billets ou de remplacer vos vieilles coupures, tout est centralisé ici au BEP, le Bureau of Engraving and Printing. L'argent doit inspirer confiance dès le premier coup d'œil. Les restrictions de tournage sont assez strictes ici. On ne peut pas vous montrer les murs ni vraiment les couloirs. C'est restreint. Ça grouille de caméras. C'est un endroit incroyablement sécurisé. Le BEP assure l'impression des billets pour la Fed. En 2011, cela a représenté près de 23 millions de billets par jour. Chacun reçoit un numéro de série et un code qui indique quelle banque est chargée de son émission. Si vous observez bien les billets américains, vous verrez un chiffre et une lettre écrits en petit. Ici, C3. Sur cette série, il est indiqué F6, soit la banque de la Fed d'Atlanta. Vous savez que si le F et le 6 ne correspondent pas, puisque F est la 6e lettre de l'alphabet, alors il s'agit d'un faux billet. Même si ce que vous voyez dans ces rotatives ressemble à de l'argent, il ne le devient officiellement qu'après avoir été coupé, emballé et expédié vers l'un des 28 centres opérationnels de la Réserve fédérale. Dans ces centres, l'argent entre et sort en quantité colossale. Il est 7 heures du matin. Et je viens d'arriver à East Rutherford, dans le New Jersey, précisément au centre monétaire opérationnel de la Fed de New York, ou EROC. C'est un quartier d'apparence ordinaire, sauf que des milliards de dollars en espèces y transitent chaque jour. Ce pourrait être une prison ou un lycée. Mais il s'agit en fait de l'un des plus grands coffres en surface au monde.
Tout le bâtiment est entouré d'une clôture plutôt modeste. Mais ne vous y fiez pas. Elle peut stopper net un semi-remorque lancé à pleine vitesse. Le bâtiment est également équipé de plus de 800 caméras qui scrutent le moindre de nos mouvements. Grâce à ce système performant, dès qu'une porte ne fonctionne plus ou qu'une alarme retentit, les caméras filment automatiquement le lieu en question. La caméra pivote et filme l'endroit où l'alarme s'est déclenchée. Et certaines caméras de la zone, si elles peuvent prendre un plan plus large, s'orientent vers ce même endroit pour que nous soyons sûrs de ne rien manquer et de voir rapidement ce qui se passe. Si vous parvenez tout de même à franchir ces obstacles, vous serez confronté à cet individu. La Fed dispose de sa propre police, et certains bâtiments sont même dotés de leur propre pas de tir privé. S'il n'y avait autour du bâtiment que des gardes non armés, vous pensez que ça suffirait? C'est un endroit qu'il semble difficile d'infiltrer, même si tout le monde à l'intérieur ne portait que des matraques. Vous avez besoin d'être armé? Absolument, c'est ce qui fait notre force. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas nous qui fixons les règles, mais ceux qui veulent s'en prendre au bâtiment. Nous ne faisons que nous aligner sur eux. Même si nous savons faire preuve d'initiative, ce n'est pas nous qui fixons les règles, mais plutôt les malfaiteurs. Veuillez rester sur le carré gris jusqu'à la fermeture des portes. Merci. S'il vous est arrivé de dépenser $1 à New York, votre billet est probablement passé dans ce bâtiment. C'est le passage obligé de tout l'argent physique qui circule dans cette zone. C'est là que vos banquiers effectuent leurs opérations. Chaque jour, des millions sont déposés ou retirés. L'argent arrive sur les comptes de la Fed par sac entier. Il est ensuite placé dans un coffre pouvant contenir des dizaines de milliards. Voici $20 millions en billets de 50 et de 100. Ici, $300 000 en billets de 1. Là, $1 500 000 en billets de 5. Il y a assez de place derrière moi pour entreposer 5400 boîtes comme celle-ci, le tout contrôlé par un système robotisé. On se croirait dans le film Wall-E, sauf qu'ici, c'est de l'argent qui est déplacé, pas des détritus. Chaque robot est indépendant et guidé par laser. Pas uniquement pour des raisons de sécurité. Ils permettent à la Fed d'économiser de la main-d'œuvre. L'argent physique, surtout les pièces, est très lourd. Voici l'argent rejeté. Tous les présumés faux billets, les mauvaises dénominations. Ici, Bob Kraus est le grand Manitou. Tout ce qui entre et sort de ce lieu, c'est son domaine. Voici $1000 en pièces de 25 cents. Ça fait beaucoup quand même. C'est ce que je mets en un an dans les horodateurs. Et à la laverie. C'est vrai. C'est là que se retrouve la petite monnaie des États-Unis. Est-ce que vous semez vos petites pièces comme moi ou est-ce que vous voyez les choses différemment? Différemment. Et je pense aussi différemment pour les billets de 1 $. Quand je prends un billet dans ma poche, je le plie bien soigneusement, contrairement à ce que font la plupart des gens. C'est pareil pour les pièces. Disons que je n'ai pas la même perception des choses. Dans le monde réel, l'argent américain est assez malmené. Et pourtant, il résiste bien à l'épreuve du temps. Grâce, en partie, à une petite équipe de testeurs d'endurance située à Washington. La monnaie américaine ne doit pas simplement être un symbole persistant, elle doit vraiment résister au temps. Étudier la durée de vie de l'argent est justement le quotidien de ce laboratoire, rattaché au Bureau of Engraving and Printing. Virgile va me montrer ce qu'un billet peut endurer. Les produits chimiques que nous utilisons sont de l'acide sulfurique à 1%, du peroxyde de sodium à 2%, de l'eau de javel, du tétrachlorométhane utilisé dans les pressings.
Les tests durent combien de temps? Ils trempent pendant 24 heures. On les enlèvera demain. Donc, après avoir trempé pendant 24 heures dans de l'acide sulfurique, le billet de vin sera intact, il sera encore utilisable? Oui. Sélectionné aléatoirement parmi les millions imprimés par jour, le billet de Virgile va subir tout ce qu'un individu pourrait lui faire endurer. Et pire encore. Là, je plonge ce billet dans de la soude caustique à 2%, un peu d'alcool dénaturé. Je vais vous demander d'écrire 2, 6, 7 sur ce billet. La Réserve fédérale et les gens qui les utilisent veulent savoir si cet argent peut résister à une utilisation normale. Allez-y, mettez le billet à l'intérieur. Je le mets, voilà. J'ai plié celui-ci en forme de carré. On va le rouler dans un sens. Le froisser un peu. On n'a pas été très tendre avec lui. Pauvre Andrew Jackson. L'encre n'a pas l'air d'avoir passé. Il a survécu. Parfois, l'argent s'use. La Fed le retire alors de la circulation dans des centres comme celui-ci. On fait passer les billets dans cette machine. Les capteurs en analysent la qualité. Ils sont ensuite soumis à différentes lumières. Et en fonction des résultats, on décide si le billet est bon ou pas. Je vois. S'il est bon, il part au coffre avant d'être remis en circulation. S'il n'est pas bon, il passe à la déchiqueteuse. Il descend dans un tube. Ils sont détruits sur place. C'est ça. Quand vous dites pas bon, vous voulez dire déchiré, sale, souillé? Usé. Par exemple? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'est pas censé apporter de l'argent ici. Oh, désolé. Le fait d'avoir de l'argent dans sa poche est une infraction. C'est ma femme qui me l'a donné. J'aime Jack. C'est écrit. Celui-ci serait rejeté. Détruit même. Détruit. Je vais vraiment vous demander de le ranger. Oui, pardon. Je le range. Mais bon, disons que l'argent que je peux avoir dans ma poche, comme tout le monde, si je l'emporte dans une banque, que je le dépose, au final, l'argent que tout le monde a dans son portefeuille passe dans une machine comme celle-là. À un moment ou à un autre, oui. Dans certains cas, rares et extrêmes, la Fed doit effectuer des tâches trop complexes pour pouvoir être effectuées par des machines. Quelques mois après l'ouragan Katrina, la Fed a passé plusieurs semaines à brûler des millions de billets souillés par l'eau ou moisis. Au total, plus de 190 millions de dollars en liquide. En temps de crise, la mission la plus importante de la Fed consiste à veiller à la disponibilité de l'argent. Imaginez si les distributeurs étaient vides. Quand l'impensable se produit, le déplacement d'argent peut très rapidement devenir un cauchemar logistique. L'avion impliqué ce matin, le vol 11 d'American Airlines entre Boston et Los Angeles, qui a été... Nous allons vous montrer des images tournées le 11 septembre par les caméras de sécurité de la Réserve fédérale de New York. C'est juste ces caméras qui sont là, à l'angle. Après, tout était sans dessus-dessous. Ces images n'ont encore jamais été diffusées. Ici, nous sommes à moins de 150 mètres du World Trade Center. Et je m'en souviens, même si ça remonte à plus de 10 ans, comme si c'était hier. Ce bruit incroyable. On a commencé à voir des papiers tomber du ciel. Quand la tour sud s'est effondrée, il y a eu cet énorme nuage de poussière. D'un coup, on a senti une chaleur à un pâté de maison et demie. La chaleur de la boule de feu à travers la fenêtre. On ressentait cette chaleur sur le visage. On a regardé nos caméras et on a vu nos agents. Je crois qu'on s'est dit, il s'enfuit. C'est pas bon. Pourquoi il s'enfuit? On se serait cru en pleine nuit, quand ce nuage de poussière s'est mis à recouvrir le bâtiment. En fait, les agents au rez-de-chaussée sont allés à l'encontre de la consigne normale, qui est de verrouiller le bâtiment. Ils ont ouvert les portes pour faire rentrer les gens. Les gens ont commencé à se réfugier dans le bâtiment. Ils avaient de la fumée, des cendres, de la poussière sur le visage. Ils étaient choqués. C'est fou.
Certains voulaient sortir, on leur disait « N'y allez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a dehors ». Le cœur du quartier de la finance mondiale était une zone de guerre. Les gens fuyaient. Le commerce s'est arrêté. Les paiements ont été suspendus. Les gens tentaient d'utiliser leur portable. On essayait tous les moyens de communication possibles. D'abord pour savoir où était le personnel et qui manquait à l'appel. Ensuite, pour essayer d'entrer en contact avec les institutions. Dans tout le pays, les avions étaient cloués au sol et on craignait que les chèques qu'ils transportaient ne puissent être encaissés. Après de tels événements, le plus gros défi pour une banque centrale est d'empêcher qu'à la catastrophe humanitaire ne se rajoute une crise économique et financière. Le jour des attentats, la Fed a publié un simple communiqué de presse pour annoncer au monde qu'elle restait ouverte et opérationnelle, que l'argent continuerait à circuler. Il faut bien veiller à ce que les gens puissent continuer à vivre comme d'habitude. L'argent doit être disponible. Les chèques doivent pouvoir être utilisés, les cartes de crédit aussi. Les petites entreprises qui attendent d'être payées pour leur activité doivent pouvoir être sûres qu'elles le seront. En fin d'après-midi, le 11 septembre, nous avons assisté, alors que l'exode était massif, à une ruée sur les distributeurs pour retirer de l'argent. Nos supérieurs nous ont demandé d'acheminer bien plus d'1 milliard de dollars entre East Rutherford et New York. Tout était fermé, évidemment. Les autoroutes, les ponts. On a mis en place un convoi pour traverser le pont et acheminer l'argent dans un lieu où il pourrait être dispatché et envoyé vers tous les distributeurs. Il fallait faire le nécessaire. Les conséquences de l'attentat contre les deux tours auraient pu être bien plus dramatiques. L'une de nos missions principales était de veiller à ce qu'il n'y ait aucune perte de confiance dans ce qui fait le cœur de la finance américaine. Le rôle protecteur de la Fed ne se manifeste pas uniquement en temps de crise. Chaque jour, les équipes des différents centres opérationnels répartis dans tout le pays repoussent les attaques subies par la monnaie physique. Lequel de ces billets est faux? C'est impossible à dire pour moi comme pour vous. La section de lutte contre la fraude nous a vraiment ouvert les yeux. 300 000 $ en faux billets. Tout notre système monétaire repose sur une croyance. L'argent émis par les autorités est vrai. Quand cette confiance fondamentale est perdue, le gouvernement devient fou. La peine maximale pour la mise en circulation d'un seul faux billet est de 15 ans d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral, assorti d'une amende de 5 000 $. Pendant la guerre de sécession, plus d'un tiers de l'argent en circulation était faux. Les banques qui imprimaient leurs propres billets étaient si nombreuses qu'il était difficile d'identifier la fausse monnaie. Pourtant, les peines encourues étaient terribles, allant parfois jusqu'à la pendaison. De nos jours, la Fed, le Trésor, les services secrets et le BEP coopèrent pour instaurer des systèmes antifraude qui rendent les billets difficiles à imiter. Tout part d'une feuille de métal gravée à la main. Le maître graveur, Chris Madden, travaille dessus depuis 28 ans. De nombreuses innovations ont jalonné l'histoire de la gravure des billets de banque pour décourager la contrefaçon. Benjamin Franklin fut l'un des premiers graveurs américains à avoir conçu des systèmes pour dissuader les faussaires. On dit qu'il a ramassé une feuille d'arbre par terre pour en faire une empreinte avec des presses. Le résultat est une forme unique, puisqu'il n'existe pas deux feuilles identiques. C'est ce qui aurait aidé à lutter contre les faussaires. Certains outils ont très peu changé depuis cette époque. Au début de la formation, on apprend comment manier le bout de cet outil afin qu'il puisse creuser des sillons, comme si vous labouriez un champ, sur cette feuille de métal poli. Nous travaillons à l'envers. C'est vrai, à l'envers. Pour qu'à l'impression, cela ait l'air normal.
la profondeur des sillons est un élément essentiel de la taille douce. La gravure en creux permet de retranscrire l'image, mais elle fait également appel à des notions sensorielles qui rendent la taille douce si sûre. Le toucher entre en jeu. On sent le relief et, de manière inconsciente, quand je tiens un billet dans la main avant de l'échanger avec vous, l'inconscient intervient et me dit que c'est un vrai billet. Lorsque le travail minutieux du graveur prend fin, celui de l'imprimeur commence. Voici Donovan, le responsable de l'imprimerie. Bonjour, ça va? Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous pouvez me montrer de l'argent? Montrez-moi l'argent, c'est ça. Je vais vous montrer tout l'argent que vous voulez. Je peux déjà vous dire que c'est pas un métier pour moi. La prochaine fois, on fabriquera des machines un peu plus hautes pour vous. Ici, nous sommes à la fin du processus d'impression sur une Super Orloff Intaglio. Ce que vous voyez, c'est l'encre sur les gravures. Les feuilles vont donc passer juste au-dessus de votre tête. Ensuite, elles descendent pour passer entre ces deux cylindres, celui d'impression et celui de la plaque. Quelle est la pression entre ces deux plaques? À l'arrière, vous avez entre 40 et 50 tonnes qui s'exercent. Et à l'avant, entre 50 et 60. Le papier passe sur ces images qui représentent le billet. L'encre vient ensuite littéralement s'incruster dans le papier. Elle n'est pas uniquement à la surface, contrairement à ce qui se produit sur un faux billet. Ah, l'argent va sortir. Voilà le tonnerre. Le bruit que vous entendez correspond à la pression qui vient s'appliquer. L'odeur de l'encre est très prononcée. C'est vraiment très entêtant. Le BEP utilise plus de 4 encres différentes, chacune séchant séparément pour éviter toute coulure. En fonction de l'angle de vue, certaines encres peuvent même changer de couleur. Le papier est obtenu en mélangeant du coton et du lin. Certains mots sont imprimés en si petits caractères qu'il faut une loupe pour les distinguer. Je peux voir ces micro-impressions? Regardez, je vous montre. Ah là, il y a une ligne vraiment minuscule où je lis « Les États-Unis d'Amérique, 20 USA, 20 USA ». Vous venez de réussir l'examen du jour. C'est vraiment écrit en tout petit. Une fois, des faussaires ont été capables de reproduire ce genre de détails. C'est ce qu'on a appelé le super billet nord-coréen. D'ailleurs, vous en avez peut-être un dans votre poche. Des imprimantes sophistiquées comme l'Intaglio du BEP servent à protéger la monnaie américaine. Or, elles ont un prix, plus de 7 millions l'unité. Si votre ennemi en possède une, vous pourriez avoir des ennuis. La Corée du Nord serait parvenue à acheter une machine exactement comme celle-ci. Les services secrets se sont demandé comment et auprès de qui. Les encres sont très spécifiques. Où ont-elles pu être achetées? Auprès de qui? Il faut pouvoir répondre à ces questions pour garantir la sécurité du dollar. Un commerçant du quartier chinois de San Francisco est jugé pour avoir introduit des faux billets de 100 $. Des billets si bien imités que la plupart des banques n'y ont vu que du feu. Le gouvernement accuse la Corée du Nord d'avoir fabriqué et introduit ces billets par le biais d'un vaste réseau international issu du crime organisé en Asie. Ces billets souffrent d'un infime défaut. La lettre N est légèrement décalée. Hormis ce détail, ils sont presque parfaits. Ces billets, découverts par les services secrets en 1989, seraient encore en circulation aujourd'hui. Il est peut-être difficile de stopper ces Nord-Coréens, mais il est possible de changer les règles du jeu. Le billet de 100 $ a été modifié. Une fois, en 1996, quand le portrait a été élargi. Puis une nouvelle version est apparue. Sur ce dernier modèle, l'encrier comporte une cloche qui change de couleur. Le chiffre 100 est doré. Le col de Benjamin abrite des micro-impressions.
Une bande de sécurité apparaît en rose à la gauche de Benjamin lorsqu'elle est soumise aux ultraviolets. Et un ruban en relief sur la droite est inclus dans la trame même du papier et non imprimé. Ces changements peuvent déjouer les plans des faussaires, mais les concepteurs de billets doivent faire face au délai de production. Pour le moment, l'ancien Benjamin devra faire l'affaire. La protection de l'argent physique est une chose, mais c'est le coffre numérique de la Fed qui subit des attaques incessantes. Les comptes, les débits et les crédits monétaires électroniques ont tous une représentation numérique. Le pare-feu de la Fed bloque environ 300 millions de cyberattaques par jour. Que se passerait-il si la Fed ne jouait plus aucun rôle? Si la monnaie numérique était autorégulée par l'ordinateur qui l'a émise? Il existe bel et bien un moyen de produire de l'argent sans avoir à le graver ou à l'imprimer. Il peut surgir à partir de rien. C'est le cas d'une devise ayant cours sur Internet, le Bitcoin. N'importe qui peut l'utiliser. Mais il ne s'agit pas d'un système de paiement nécessitant une banque ou une carte de crédit. Sa valeur réside dans le code en lui-même. Merci de votre fidélité au Bitcoin Show. N'oubliez pas de nous regarder demain. Un des plus importants utilisateurs de Bitcoin lui a consacré un site Internet. On l'appelle Mr. Bitcoin. Bonjour. Bruce. Ça va? Je suis Jake. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, on vient de finir. Entrez, installez-vous. C'est le studio où nous enregistrons l'émission. Un tapis en alpaga. Chouette, le tapis en alpaga. J'allais le dire. Le Bitcoin est une monnaie numérique échangée entre ordinateurs. Vous pouvez vous connecter et en extraire comme de l'or virtuel ou en acheter auprès d'un autre utilisateur de Bitcoin. L'auteur du programme reste anonyme et il en a créé une quantité finie. Comme pour l'or, sa valeur change quotidiennement. Vous pouvez acheter des jeux vidéo, des cadeaux, des livres, des ordinateurs et même des chaussettes en alpaga. Ce logo indique que les bitcoins sont acceptés. Les gens achètent quoi avec? Des maisons, des bateaux? Il y a une limite? Il n'y a pas de limite. Vous pouvez envoyer un millionième de centime ou $1 million. Mais il n'y a pas de réserve fédérale derrière. Le système a été piraté et associé à des activités illégales comme le trafic de drogue. Les délits sont motivés par l'argent la plupart du temps, mais ce n'est pas la faute du billet vert pour autant. C'est pareil avec les bitcoins. Comme avec l'argent liquide, si vous égarez vos bitcoins, ils sont perdus. Pareil si vous avez oublié le mot de passe de votre compte, comme c'est arrivé à Stephen Thomas. Il a été rémunéré en bitcoins lorsqu'il a créé une publicité pour la devise électronique. Et il ne peut pas y toucher. Après avoir perdu la copie principale, on a essayé de récupérer la copie de sauvegarde, mais ça n'a pas marché. Vous êtes en train de me dire que vous avez perdu 140 000 $ en bitcoins? Au final, oui. C'est comme s'ils étaient placés dans un coffre dont vous avez perdu la clé. C'est comme s'ils étaient dans l'espace. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Je peux simplement les voir. Je peux aller sur le site en ligne et les voir. Ils sont toujours là. En vous demandant avec nostalgie où j'ai bien pu mettre mon fichu mot de passe. C'est vraiment terrible. Je hais ce genre d'anecdote. Malheureusement pour Stéphane, il ne peut même pas appeler sa banque pour récupérer ses bitcoins. C'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. Pour le moment, je reste fidèle au bon vieux billet vert. En effet, quand on y pense, tout est une affaire de confiance et de volonté à soutenir la valeur de ce que l'on appelle argent. La Fed est d'ailleurs chargée d'instaurer et de gérer cette confiance. Que ce soit pour créer de l'argent, l'épargner ou le dépenser, les Américains accordent leur confiance à la Réserve fédérale.